Parlons économie sur Radio Lac. Avec la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève. Bonjour et bienvenue sur Radio Lac. Le jeudi 14h-15h, c'est Parlons économie, c'est en direct, c'est en podcast sur radiolac.ch pour l'audio. Vous voulez la vidéo, pas de problème, on a ça aussi. Ça se passe sur onetv.ch. Beaucoup de choses à l'honneur. Nous allons parler construction, oui, mais construction durable. Ça se fait de plus en plus, c'est important, hein, on le sait, c'est une véritable notion qui est importante aussi pour celles et ceux qui font construire. On verra cela un petit peu plus tard dans cette émission. Nous allons également beaucoup parler cybersécurité. Est-ce que vos données professionnelles sont en sécurité? Question que nous allons nous poser dans quelques minutes. Et puis avant d'accueillir nos premiers invités, bonjour Elsa Floret. Bonjour Benjamin. Directrice communication de la CCIG, qui ne s'arrête jamais. La CCIG, par exemple, quand on parle de réseautage, il y a toujours quelque chose à faire. Oui, des rendez-vous très réguliers, très appréciés d'ailleurs par nos membres et les futurs membres. C'est le rendez-vous du réseautage, le 7h30, jeudi prochain, à la CCIG. On vous attend nombreux. C'est 7h30 du matin pour le café, donc. Hein. Le on matin, est d'accord, le matin. Bien sûr. Rendez-vous à la CCIG, vous l'avez dit. Les informations sont sur votre site internet. Et nos premiers invités, je vous les ai promis, les voici. Parlons économie sur Radio Lac. Le Focus. Bonjour Annick Monnier-Rifkin. Bonjour Benjamin. Vous êtes la fondatrice d'e-Skills. Bonjour à vous Philippe Fischer. Bonjour. Vous êtes avocat à l'étude Auberson-Abels. Comment se former à la cybersécurité? C'est la question que nous allons nous poser ensemble parce que chez e-Skills, vous avez créé une formation digitale qui consiste en quoi? Parce que ça veut tout et rien dire aujourd'hui, la cybersécurité. Hein. Tous les aspects sont des aspects de cybersécurité. Oui, absolument. Alors, on s'est concentré sur une petite partie de la cybersécurité dans le cadre de cette formation, c'est-à-dire la protection des données, parce qu'une nouvelle loi sur la protection des données va entrer en vigueur en septembre prochain. Et puis, je pense que pour parler de cette nouvelle loi, puisqu'on a la chance d'avoir Philippe Fischer avec nous, bien sûr. Vous lui lancez tranquillement la patate chaude. Merci beaucoup, Annick. Très volontiers, effectivement, on a une nouvelle loi, enfin, si j'ose dire, une nouvelle loi sur la protection des données qui va entrer en vigueur dans quelques mois, 1er septembre 2023. Et cette nouvelle loi est importante. Pourquoi ? Elle est importante parce qu'aujourd'hui, les données personnelles sont absolument partout. On dit parfois « data is the new oil », donc une sorte de nouvelle révolution des données à laquelle on assiste aujourd'hui. Et cette nouvelle révolution appelle aussi une certaine réglementation. Dans l'Union européenne, on a cette réglementation déjà depuis 5 ans. C'est ce fameux RGPD, Règlement général sur la protection des données, qui est entré en vigueur en 2018 déjà. En Suisse, on fait les choses de manière un peu plus lente, mais on a aussi notre propre réglementation qui est en vigueur en septembre. Proche, pardon, mais c'est calqué dessus ou pas? Exactement. Notre réglementation suisse est très largement calquée sur la réglementation européenne. Elle apporte en fait 3 grands changements. Et le principal but, et je pense que c'est toujours ça qu'on doit garder à l'esprit, le principal but de cette réglementation, c'était aussi vrai au niveau de l'UE, est de redonner le contrôle sur les données personnelles aux différentes personnes. Et ça passe par 3 biais. Premièrement, plus d'informations qui est donnée aux personnes concernées. Deuxièmement, plus de droits qui sont accordés aux personnes concernées. Et enfin, la création d'une autorité, d'un policier de la protection des données qui existe déjà aujourd'hui, qui s'appelle le préposé fédéral à la protection des données, mais qui aura des véritables pouvoirs. Et donc, face cachée de la médaille, ça implique évidemment pour les entreprises qui traitent des données personnelles d'y prêter beaucoup plus d'attention et de former aussi leurs collaborateurs. Mais est-ce qu'on connaît l'étendue des données? Exemple très simple, je ne vais même pas rentrer dans les données trop sensibles. On utilise sans doute toutes et tous autour de cette table WhatsApp. WhatsApp, c'est bien, ça permet d'échanger des messages qui sont très bien cryptés d'ailleurs. Le problème, c'est tout ce qu'il y a autour, ce qu'on appelle les métadatas. Ça veut dire que WhatsApp connaît tout mon répertoire téléphonique, c'est le type d'appareil que j'utilise, c'est où je me trouve exactement. Ça, moi, je ne sais même pas que c'est partagé. Et donc, donner les clés à l'utilisateur, c'est bien, mais on ne sait même pas ce qu'on utilise. Il y a 2 aspects dans votre question, mais vous avez tout à fait raison. Il y a la question de la personne concernée en tant que telle. Est-ce qu'elle sait véritablement ce qui se passe avec ses données personnelles quand elle les partage ou utilise des applications de type WhatsApp, qui évidemment sont pour la plupart pas basées en Suisse? Ça, c'est un volet. Et là, en théorie, en tout cas, la nouvelle réglementation renforce les obligations d'information pour savoir ce qui se passe. Et d'un autre côté, et c'est ça à mon avis le plus important pour les entreprises, c'est lorsque les entreprises utilisent ce genre de solutions dans le cadre de leurs activités commerciales, ces entreprises assument une responsabilité pour les données personnelles qu'elles traitent, que ce soit leurs clients, que ce soit leurs employés, que ce soit des prestataires tiers. Et la nouvelle loi met des obligations à charge des entreprises de savoir qu'est-ce qui se passe
avec les données personnelles lorsqu'elles sont utilisées dans le cadre d'activités commerciales. Mais alors j'en reviens à vous, Annick Monnier-Rifkin, vous n'allez pas vous en sortir aussi facilement. Cette formation, qu'est-ce qu'on y apprend alors? Oui, alors justement, puisque les entreprises doivent sensibiliser leurs collaborateurs, on a imaginé une formation très ludique. Pas souvent, quand on évoque le fait de devoir faire une formation en protection des données à ses collaborateurs, ils vont un petit peu entrer dans la pâte. Donc là, on a imaginé une formation très ludique où les collaborateurs jouent le rôle d'un enquêteur et un vol de données dans une société valaisanne qui produit de la raclette, mais de la raclette enrichie à l'huile de patahuasca. L'huile de patahuasca, c'est une huile aux vertus relaxantes. Et si vous commandez de la raclette sur ce site, vous allez devoir mettre des données, votre nom, votre prénom, ça ce sont des données personnelles, mais également des données personnelles sensibles, ce qu'on appelle des données personnelles sensibles, c'est-à-dire quel est mon état de santé pour être sûr qu'on peut mettre un petit peu de notre huile magique dans la raclette. Et puisque les données de cette société vont être hackées, ça va nous permettre d'enquêter et de voir tous les principes de base de la protection des données auxquels les collaborateurs doivent être sensibilisés. Qu'est-ce qui se passe si je transmets des données à un fournisseur? Qu'est-ce qui se passe si je vends un fichier de données, un fichier d'email à une société qui va faire du marketing? Voilà, au travers d'une histoire, à travers d'une enquête hyper interactive où on fait plein de choses, on va découvrir les fondements de la nouvelle loi. Qui de Colombo, qui de Jessica Fletcher, pour suivre donc cette formation dont on continue de parler dans quelques instants sur Radio Lac, sur ONE TV. Parlons économie sur Radio Lac. Le Focus. Comment se former à la cybersécurité? On s'y intéresse avec Philippe Fischer, avocat à l'étude Auberson-Abels, et Annick Monnier-Rifkin, fondatrice d'e-Skills, puisqu'il y a cette nouvelle loi sur la protection des données, la fameuse LPD, donc la protection des données, surtout en entreprise. C'est extrêmement important. Elsa Fleuret, d'ailleurs, la CCIG, vous qui représentez de nombreuses entreprises, vous les sensibilisez aussi à ça? Oui, alors on y est sensibilisés nous-mêmes en tant qu'entreprise. On y veille vraiment scrupuleusement à cette protection des données, de nos données, des données de nos membres, quand ils s'inscrivent par exemple sur des événements. Ce qu'on va faire, c'est que dans la deuxième partie de l'année, à partir justement de l'entrée en vigueur de cette loi en septembre, on va organiser des tables rondes, des formations sur ce thème de protection des données, cybersécurité, pour vraiment aider en fait nos membres à être up-to-date, les aider, les accompagner. Parce que c'est vrai qu'il y a une petite maxime que j'aime bien en informatique. On dit que le problème est souvent entre la chaise et le clavier. Donc ça veut dire que c'est l'utilisateur. Alors est-ce que, même dans ces formations, on leur rappelle les fondamentaux? Ne donnez pas votre mot de passe ou votre banque, par exemple, ne vous demandera jamais votre mot de passe. Ça, c'est des grands classiques. On rappelle tout ça dans les formations d'e-Skills? Ah oui, bien sûr. On fait des petites capsules en cybersécurité, des choses qui durent très peu de temps afin de pouvoir répéter les messages de nombreuses fois. Mais on essaye toujours de tourner l'information de façon ludique parce que comme ça, on percute mieux, on s'en souvient. Donc, par exemple, quand on parle de mots de passe, là, on est en train de tourner des petites web-séries en utilisant avec l'aide de comédiens qui vont jouer des scènes complètement absurdes et on va voir quels sont les comportements à ne pas adopter pour faire réfléchir ensuite les apprenants sur les bonnes pratiques à adopter. Alors, vous arrêtez d'utiliser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tout de suite. Également, un aspect dont on parlait un peu hors antenne que je trouvais assez intéressant. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle arrive absolument partout, le fameux ChatGPT. On peut demander, par exemple, à une présentation PowerPoint, eh bien, prends cette présentation et crée-moi un texte autour de ça. Donc, d'un côté, on est très sensibilisé à nos données, et de l'autre, on va donner des données à une entité externe, en l'occurrence OpenAI, qui possède ChatGPT. Il n'y a pas un paradoxe là ? Claire, il y a une énorme tension entre d'un côté le développement de toute une série de nouveaux outils, et ça a commencé bien avant l'intelligence artificielle. Toute la gamme de produits Google, a commencé par Google Maps qu'on utilise, Gmail, et maintenant aujourd'hui l'intelligence artificielle évidemment décuple d'une certaine manière une partie de ses fonctionnalités. C'est évidemment des outils extrêmement attractifs, pour la plupart gratuits, ou en tout cas gratuits entre guillemets, parce qu'on sait très bien que ce qu'on ne paye pas avec des francs et des centimes, on le paye avec nos données. Quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Exactement. Et il y a donc une énorme tension entre ces outils qui existent, qui sont très attractifs,
et les exigences de protection des données d'une part, et d'autre côté, de manière plus large, la protection des secrets d'affaires de l'entreprise. Et je pense que le but des formations offertes par eSkills, c'est aussi de sensibiliser les collaborateurs sur l'utilisation de ce genre d'outils qui n'est totalement pas anodine en termes de protection des secrets et des données personnelles des collaborateurs ou des autres personnes. Quelque chose à ajouter, Annick Monnier-Rifkin, ou tout a été dit sur cette question? Je serais ravie qu'on creuse un peu plus la question ensemble allons-y. avec Philippe, mais c'est-à-dire pas forcément lors de cette émission de radio, mais par la suite. Il Parce y aura de que- l'échange de cartes de visite. Ouais, non, ce qui est intéressant, c'est vrai que Philippe, en tant qu'expert en matière de cybersécurité et de protection des données, et nous, en tant qu'experts de la pédagogie, c'est chouette d'échanger ensemble parce qu'on apporte chacun sa petite brique à l'édifice. Et la difficulté de rendre ça ludique, ce que vous faites très bien d'ailleurs chez eSkills, parce qu'après il faut traduire effectivement tout cela. Mais alors, puisque vous parliez de Google, alors c'est aussi un bon exemple, parce que on peut aussi partir du principe que Google, finalement, c'est un très gros acteur qui sécurise extrêmement bien les données. On a peu de risques d'avoir des serveurs chez Google qui vont se faire hacker. Est-ce qu'on n'a pas meilleur temps de leur donner les clés de nos données? Vous avez raison, ça c'est un très bon point et c'est vrai que là il y a un vrai changement un peu de paradigme que j'observe aussi au sein des entreprises. Je pense que s'il y a 10 ou 15 ans on avait parlé d'une externalisation en faveur d'un acteur de surcroît américain de type Google et par exemple dans l'industrie financière, on nous aurait regardé avec des grands yeux. Aujourd'hui, je crois qu'on a conscience que en termes de pure sécurité de l'information, ces géants de l'Internet ont des capacités d'investissement dans la sécurité de leurs infrastructures qu'aucune entreprise ne pourra jamais égaler. En revanche, évidemment, l'arbre qui cache la forêt, c'est le concept que finalement, une fois que ces données sont aux mains de ces prestataires, très difficile de savoir exactement ce qui arrive avec eux. Et quand on regarde, et ça évidemment moi comme avocat, j'y suis particulièrement sensible, quand on regarde les contrats qui sont offerts, on ne peut pas dire négociés, mais qui sont offerts par ces géants, on se rend compte qu'ils se réservent expressément la possibilité de réutiliser une partie des données pour leurs propres besoins. Et ça, évidemment, pour beaucoup d'entreprises, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment acceptable, mais qui est parfois accepté simplement par la réalité du développement technologique. Oui, ça me fait penser à ces réseaux sociaux qui ont le droit d'utiliser vos photos pendant 30 ans, par exemple, si ça les amuse. Bon, voilà, pourquoi pas. Et des acteurs plus petits, je pense à Infomaniac, par exemple, à Genève, qui propose des choses sur le papier qui ont l'air extrêmement bien. Après, moi, je ne suis pas avocat. Non, c'est juste. Il y a une vraie niche, à mon avis, pour le développement de ce type d'infrastructure qu'on appelle cloud, donc l'informatique en nuage. Il n'y a rien de vraiment magique par rapport au nuage. En réalité, il n'y a pas de nuage. C'est juste un autre ordinateur. Il y a cette fameuse phrase qui dit « There is no cloud, it's just someone else's computer ». Il n'y a pas de nuage, c'est juste l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Et là, effectivement, je pense qu'il y a une vraie niche pour les prestataires suisses, en particulier compte tenu de l'image de la Suisse sur ces questions-là, pour se développer. Infomaniac en fait partie, ProtonMail en fait partie aussi, d'autres en font partie. Et peut-être qu'on aura aussi, grâce à l'input évidemment des écoles polytechniques, le développement d'une certaine industrie dans ce domaine-là en Suisse aussi. En tout cas, je l'appelle de mes voeux. Proton, entreprise suisse également, effectivement, à souligner. Et tout à l'heure, on parlait de WhatsApp. Utilisez Signal. Voilà. Peu de monde s'en sert et c'est bien dommage. On va terminer avec vous, Annick Monnier-Rifkin. Est-ce que d'autres modules sont prévus, alors cybersécurité ou autre chose, parce qu'il y a cet aspect ludique, je dirais presque traduction parfois de concepts un peu difficiles à comprendre que je trouve très intéressant. Ouais. Alors, c'est vraiment c'est notre marque de fabrique, c'est-à-dire qu'on va essayer de simplifier n'importe quel sujet et d'y ajouter une brique ludique. On travaille sur la cybersécurité, mais on travaille sur n'importe quel autre sujet en faisant des formations sur mesure avec des entreprises, avec les Nations Unies, avec l'État de Genève, avec la Confédération. Donc, Vous dites ça comme si c'était alors, les Nations Unies, la Confédération. Tout le monde a quelque chose à simplifier. bien. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. À découvrir donc sur votre site internet, vous êtes la fondatrice d'eSkills, le I à prononcer à l'anglaise, donc eSkills. Annick Monnier-Rifkin, Philippe Fischer, vous êtes avocat à l'étude Auberson-Abels. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Parlons économie sur Radio Lac. Genève innove. Vos données professionnelles, comment en prendre soin? Bonjour Marc Meignier. Bonjour. J'adore votre titre car vous êtes Technology Leader chez Oracle. Bonjour Sébastien Vory. Bonjour. Vous êtes associé principal, ce qui n'est pas mal non plus d'ailleurs, chez LK Advisory. Et vous me rappeliez hors antenne, on parlait cloud un peu plus tôt. LK Advisory aussi À une offre de cloud souverain. Voilà, vous faites très bien de le rappeler. Oracle a édité, c'était hier, une étude sur l'impact donc des big data et le communiqué de presse démarre par cette phrase, ce chiffre choc. 70% des chefs d'entreprise préféreraient laisser un robot prendre les décisions à leur place. Est-ce que c'est de la fainéantise ou est-ce que c'est que la technologie a atteint un point tel qu'elle peut prendre des décisions toute seule ?
Alors, pas du tout de la fainéantise, c'est juste que le nombre de décisions que nous prenons tous chaque jour, à titre individuel ou professionnel, a été multiplié par 10 sur les 3 dernières années. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a tant changé que ça? On se fait bombarder par des sources diverses de données. Par contre, pour transformer cette donnée en information, le travail de collecte, d'agrégation, de tri et ensuite de mise en forme est extrêmement lourd. Ce qui veut dire que pour ces décideurs, c'est cette tâche-là qu'ils aimeraient évacuer en la confiant, si c'est possible, à des machines. Donc ça veut dire certaines décisions, pas les grosses décisions, par exemple sur la vie d'une entreprise. Si la donnée est capable de soutenir cette décision, pourquoi pas? Mais comment est-ce qu'on le sait? Parce qu'on n'a pas toujours les clés de la potion magique de la donnée. On ne sait pas si les décisions qui sont prises sont forcément les plus pertinentes. Savoir si une décision est pertinente est quelque chose de personnel. Par contre, si cette décision se fonde exclusivement sur de l'intuition et qu'on cherche ensuite les données pour la justifier, on va la questionner. C'est ce qui se passe d'ailleurs et ce que montre cette étude. C'est que beaucoup d'entre nous qui décidons revenons en fait sur le bien fondé. Parce que souvent, on décide d'abord avec le cœur et ensuite on cherche les éléments pour étayer cette décision. Si, à travers l'utilisation de la technologie, on est à même d'apporter un certain nombre de faits historiques, voire même des projections sur des scénarios qui permettent ensuite de décider ce qui nous paraît le plus pertinent en fonction de notre stratégie en tant que décideur, alors pourquoi pas? Donc finalement, il faudrait une sorte d'entre-deux en disant, voilà, on a cet amas de données, on va en faire un condensé pour avoir de quoi prendre une décision pertinente. Un condensé, c'est une manière de le dire, mais surtout... Vous le dites. Ce que je dirais, c'est plutôt de mettre ces données en forme et de les analyser de telle manière à tirer là où les informations qui permettent de mettre le bon scénario en lumière. Alors justement, Sébastien Vory, les besoins en gestion de données dans les entreprises, quels sont-ils aujourd'hui? Les besoins vont croissant, puisqu'effectivement, il y a ce flot de données qui arrive en permanence et pour lequel il faut de plus en plus trouver des solutions pour en faire une analyse la plus rapide possible, une curation, si on veut, d'un certain côté, pour s'assurer qu'en fait, on va garder que les données sur lesquelles on va pouvoir fonder des choix, indépendamment après de transformer ça éventuellement en une décision raisonnée. Mais forcément que ce flux de données, en fait, est quelque chose qui relève de la complexité à maîtriser. Donc, il faut se doter d'outils qui vont permettre de tamiser les choses pour essayer d'aller chercher en fait l'information à l'intérieur de la donnée, c'est-à-dire ce sur quoi on fait un choix. Je vais prendre un exemple. Je reconnais qu'il est un peu éloigné du sujet de l'entreprise, mais pour étayer mon propos. Aux États-Unis aujourd'hui, il y a des entreprises qui aident les juges à prendre des décisions dans des affaires basées sur des historiques de données, de potentielles récidives, etc. On le voit aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de personnes, par exemple de couleur noire, qui sont en prison. Et bien, si on a la malchance, entre guillemets bien sûr, de ne pas avoir la bonne couleur de peau, on sera potentiellement plus facilement mis en prison par cette intelligence artificielle. C'est ça quand je dis qu'on n'a pas forcément le secret de la potion magique. Est-ce que ce que je dis là, on peut l'appliquer à l'entreprise ou ce sont deux choses diamétralement différentes? Je ne sais pas si on peut l'appliquer à l'entreprise, en tout cas en matière de préjudice. Je n'irai pas dans cette direction-là. Ce que par contre, on voit, c'est que nos clients utilisent déjà ces technologies pour amener du bien, on va dire, à leurs clients, à leurs patients, etc. On travaille par exemple avec des hôpitaux pour corréler les données de traitement avec les prescriptions médicales et faire chuter les taux soit de récidive, soit de réadmission post-op, et de réduire le traitement médicamenteux. Avec une véritable possibilité d'effectuer cette fameuse transformation digitale qui permet aussi d'optimiser tous ces flux-là, j'imagine. Alors en fait, c'est à travers cette transformation qu'on va les optimiser, oui, bien sûr. Ça, c'est essentiel. Comment est-ce qu'on s'assure qu'on répond aux besoins pertinents de l'entreprise? Vous allez me dire, chez Oracle, on a l'habitude, etc., etc. Mais très concrètement, une entreprise n'a pas les mêmes besoins qu'une autre. La manière dont il va s'exprimer est différente. Pour la plupart des entreprises, on va se retrouver dans une situation où elles vont souhaiter avoir un socle solide, sécurisé, puis une sémantique qui correspond à l'ensemble des décideurs, donc sur laquelle ils sont tous d'accord et ils comprennent chaque terme. La possibilité ensuite de descendre dans les données, de jouer des scénarios, voire ensuite de les explorer, et de les restituer d'une manière qui permet rapidement
de prendre la décision en fonction de l'information fournie. Et ça, c'est finalement le côté macro qu'on a chez Oracle. Et sans évidemment prétérité à quoi que ce soit, il y a le côté micro qu'on peut avoir avec LK Advisory. Est-ce que vous avez la même analyse? Parce que là encore, vous allez d'entreprise en entreprise pour les aider dans ces questions-là. Alors nous, ce qu'on va voir émerger en fait comme besoin, c'est la nécessité pour les gens qui sont impliqués dans l'entreprise sur ces choix, à les accompagner, à comprendre en fait comment les données leur sont présentées, comment elles sont mises en forme, pourquoi ils reçoivent aussi ces données, parce que certaines sont subies et non pas choisies. Et donc à partir de là, en fait, dans notre démarche à nous, on va plutôt essayer de les aider à interpréter les chiffres en projetant les enjeux de l'entreprise sur les données qu'ils reçoivent. C'est pas parce que en fait vous avez l'affichage de la température que vous avez forcément froid ou chaud. Ça va être à vous de décider. Et ça, c'est votre ressenti. Donc il y a cet aspect en fait autour de la donnée sur laquelle il faut les aider à l'analyser, à la comprendre et à projeter leurs enjeux personnels dedans. Encore beaucoup de choses à se dire et c'est ce que l'on va faire dans quelques instants. Vous restez avec nous, c'est Parlons Économie. Parlons Économie sur Radio Lac. Genève innove. Les données, on en génère, mais on en reçoit beaucoup également. On continue de s'intéresser à tout cela avec l'associé principal chez LK Advisory, Sébastien Vaury, le technology leader chez Oracle, Marc Meignier. Elsa Florent, on parlait hors antenne aussi de l'aspect, alors bien sûr entreprise, mais aussi recrutement dans l'entreprise. Voilà, c'est ça, je me dis, effectivement, nous, en interne à la CCIG, on réfléchit stratégiquement à cette gestion documentaire, une meilleure stratégie gestion des contenus. Et je me dis, effectivement, en vous écoutant, est-ce que la bonne maîtrise, la bonne gestion des données, c'est une compétence qui pourrait attirer des bons profils, justement? Est-ce que c'est une préoccupation des futurs talents, des candidats, que de rejoindre une entreprise qui gère bien ces données? Alors, effectivement, il y a un côté attractif, je pense, pour certains candidats, de se dire qu'ils vont rejoindre une entreprise qui a déjà une orientation digitale avérée, forte, et qui, en plus de ça, a un certain niveau de maturité dessus. Et on voit bien aujourd'hui que certains de nos clients, en fait, ont cette préoccupation de mettre en avant cette compétence autour de la donnée et ces outils qu'ils vont pouvoir avoir mis en place et qui vont mettre en avant auprès des candidats qui vont venir se présenter à eux. Et effectivement, que pour toute une génération, aujourd'hui, je pense que c'est un élément d'acquisition, c'est un plus pour acquérir les bonnes compétences. Est-ce que c'est aujourd'hui aussi à l'utilisateur de s'adapter au logiciel ou à la quantité de données que l'on a, ou c'est forcément l'inverse? J'ai l'impression que de plus en plus, on nous demande à nous de nous adapter aux outils et donc aux données que l'on reçoit. Quel sentiment est-ce que vous avez là-dessus? Avec le virage vers le cloud dont on parlait tout à l'heure, qui a démarré il y a une douzaine d'années, on est passé d'une informatique qui était personnalisée et installée dans chaque entreprise à un service qui est commun à, on va dire, 80%, 90%, à l'ensemble de ses utilisateurs. Donc la partie personnalisation intervient essentiellement au niveau des interfaces. Par contre, la fonctionnalité est activée ou désactivée, mais pas personnalisée. Mais ça, est-ce que ça rentre pas aussi, je voulais dire, est-ce que c'est un problème? Pas forcément. Est-ce que ça rentre pas aussi en compte dans cette étude dont on parlait, cette étude d'Oracle? Alors, je précise qu'il y a quand même eu 14 000 salariés et chefs d'entreprise qui ont été interrogés dans 17 pays. 93% d'entre eux ont changé la façon dont ils prennent des décisions au cours des 3 dernières années. On a envie de penser que c'est pour le meilleur, mais sur ce côté adaptation à la donnée et au logiciel, ça m'interroge. Alors, ce changement, tel que je le perçois, à la fois à travers l'étude et à travers ce que l'on vit au sein de l'entreprise et avec nos clients, est lié d'abord à comment je gère cette avalanche de données, comment je fais pour ne pas être submergé, et donc comment j'évolue. On parlait tout à l'heure de d'abord passer par le cœur et ensuite soutenir les données. Certains font ça, d'autres jettent l'éponge, mais quasiment l'intégralité des personnes qui ont été interrogées abandonnent au moins une décision chaque jour, faute d'avoir la bonne information et trop de données, justement. Donc, c'est-à-dire qu'on ne se fait plus assez confiance? On a moins confiance dans les sources parce qu'on ne sait pas leur fiabilité. Et le comportement évolue justement parce que les gens se fient uniquement sur les sources qu'ils jugent fiables. Alors, sans forcément faire de redite avec ce qu'on a déjà dit un peu plus tôt, mais est-ce qu'il n'y a pas un manque de formation alors des managers à ce niveau-là? Alors, il est vrai qu'en fait, sur l'aspect technique peut-être de la gestion de l'information, on a peut-être aujourd'hui toutes les compétences qu'il faut. C'est vrai que du point de vue de la formation des managers, aujourd'hui, aider à comprendre quelles sont les données, comment on les reçoit, comment on doit les classer et comment après on va les exploiter pour forger une décision,
c'est très certainement quelque chose qu'on pourrait imaginer ajouter dans les cursus de formation ou dans les formations que les entreprises pourraient délivrer au quotidien. Et là encore, hein, on le sait, la technologie va extrêmement vite. ChatGPT, le ChatGPT il y a 6 mois est ringardisé par le ChatGPT d'aujourd'hui. Le ChatGPT de demain va s'écrire lui-même. Je veux dire, on en est aujourd'hui là-dedans. Est-ce que ce ne sont pas aussi que des solutions comme ça? On peut dire, tiens, voilà plein de données, condense-moi ça en 3 paragraphes. Ou prends la décision pour moi. C'est dangereux. Ce que je pense, c'est que l'outil est intéressant parce qu'il va permettre d'échanger avec le système pour justement amener une masse de données à devenir des informations exploitables. Le résultat de l'étude ne nous indique pas, ou en tout cas moi je ne l'interprète pas comme ça, qu'on veut donner les clés justement de la décision à un robot. Au contraire, on veut que le robot nous aide à pouvoir prendre la bonne. Voilà, c'est cette nuance qui est très intéressante parce qu'on est aujourd'hui dans un monde qui se pose énormément de questions par rapport à toutes ces technologies. Donc je pense que c'est essentiel effectivement de bien comprendre cet élément-là dont vous nous parlez. C'est une véritable demande des patrons, des chefs d'entreprise, des décideurs. Oui. Même constat pour vous? Oui, et puis j'ajouterais aussi toutes les personnes qui vont travailler pour la société et qui peuvent aussi avoir un point de vue un peu différent du fait qu'un chef d'entreprise va déléguer une trop grande partie peut-être de ses décisions à des éléments sur lesquels les collaborateurs ont eux-mêmes peut-être des difficultés à avoir confiance. On a la moindre idée d'où ça va tout cela? C'est-à-dire que dans 2 ans, on sait à quoi ça va ressembler? Aucune idée. Non mais, ce qui fait un peu peur quand on est le technology leader chez Oracle. Alors, c'est de la bonne peur, cela dit. Non, mais si vous dites à quoi ça va ressembler, on sait que tout croît de manière exponentielle. Le nombre de sources, le volume, et que donc les outils vont évoluer. Vous parliez de la version de ChatGPT à 6 mois d'intervalle, vont évoluer pour devenir plus riches et nous aider à au moins être aussi efficaces dans le temps qu'on a et à mieux gérer ce volume. Ça, c'est ce qu'on sait. Après, dans quelle direction est-ce qu'on va pouvoir explorer et quel type de modélisation on va pouvoir faire? La technologie évolue tellement vite que c'est très difficile à prédire. Et on aura toujours besoin des technologies d'Oracle pour nous aider à cela, ou de l'expertise d'Elka Advisory, évidemment. Tout à fait. Certainement. C'est tout le mal que je vous souhaite. Hein. Je rappelle Merci. donc, Marc Meignier, vous êtes technology leader chez Oracle. Sébastien Vory, associé principal chez Elka Advisory. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci à vous. Parlons économie sur Radio Lac. Genève bouge pour la planète. L'architecture devient-elle plus durable? Bonjour, Joanne Lerèche. Bonjour. Vous êtes administrateur chez De Planta Architectes. Bonjour, Charlotte Penet. Bonjour. Consultante RSE, responsabilité sociétale des entreprises à l'agence Blossom. On va parler donc d'une formation qui a été développée, un module, pour être, je dirais, un peu plus sensibilisé à ça, je l'ai dit correctement? Exactement, oui. C'est vraiment de la sensibilisation, on est au-delà, parce que la RSE, c'est un engagement. Oui, et justement, c'est un engagement fort et on constate en tant qu'agence qui accompagne les entreprises dans cette voie qu'un premier besoin, c'est vraiment un besoin de sensibilisation, de faire passer les grands messages. Pourquoi une entreprise doit s'engager dans cette voie? Quels sont les bénéfices qui peuvent en découler? Quels sont les risques aussi à ne pas réfléchir à la responsabilité de son entreprise, aux impacts que son entreprise peut avoir? Mais surtout, c'est ce qui va accompagner une réflexion sur la pérennité de l'entreprise sur le long terme. Et c'est vrai que souvent on entend, y compris dans cette émission, alors c'est très bien la responsabilité sociétale, on veut le faire, c'est important, mais il ne faut pas que ça me coûte un franc de plus. Bien sûr, alors on nous demande souvent combien ça va me coûter et tout dépend du niveau des engagements qui vont être pris, mais le plus important, le message qu'on cherche toujours à faire passer, c'est que cette décision, elle doit s'intégrer dans la stratégie de l'entreprise sur le long terme. Donc c'est une décision, si on doit réfléchir aux coûts, bien sûr, mais ces coûts, on y réfléchit forcément lorsqu'on se projette sur les 5 ans, les 10 ans à venir. On prend en compte les risques auxquels on va faire face par rapport à sa chaîne d'approvisionnement, par rapport aux réglementations qui vont se mettre en place, par rapport aux exigences que d'autres pourront avoir sur nous lors des appels d'offres. Et à ce moment-là, c'est difficile de penser que ça ne vaut pas le coup. Il nous incombe de proposer des solutions de construction durable qui tiennent compte non seulement du respect de l'environnement, mais intègrent également la dimension sociale en privilégiant la santé et le bien-être dans les bâtiments. Je suis allé chercher cette phrase sur le site de Planta Architectes. Ce n'est donc pas qu'une façade, il y a un réel engagement de votre part. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est une prise de conscience
qui parle en fait via les chiffres qu'on peut voir. Quand on sait que dans le secteur du bâtiment, au niveau mondial, plus d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre sont produits par le secteur du bâtiment. En Suisse, les bâtiments génèrent environ un tiers des émissions de CO2 et sont à l'origine de 40% de la consommation énergétique du pays. Et puis, si on parle de ressources extraites dans le monde, c'est le secteur du bâtiment qui utilise la moitié des ressources extraites dans le monde. Donc, il y a vraiment des chiffres qui nous parlent. Et puis, dernièrement, c'est intéressant, je lisais, on a des normes, les architectes et les ingénieurs, des normes SIA. Et la mission de l'architecte, notamment, c'est de contribuer à former et modeler le cadre de vie des hommes. Et notamment d'avoir une responsabilité, alors bien sûr pour nos clients, mais sur l'environnement et la société. Donc quand on voit ces chiffres et la responsabilité qu'on a, le secteur de la construction a une influence énorme pour pouvoir réduire ces gaz à effet de serre, stabiliser le climat et protéger aussi la biodiversité. Mais comment on fait pour s'adapter? Vous avez, chez De Planta Architectes, réalisé la transformation du château de Cran-sur-Céligny, une agence bancaire à Nyon, des logements d'habitation pour 53 personnes, le campus de la haute horlogerie pour Richemont. Ce ne sont que des choses très différentes qu'on n'aborde pas de la même manière. Tout à fait, chaque sujet est différent, chaque client est différent. Et c'est pour ça que cette formation, elle est très intéressante, parce qu'elle permet de sensibiliser nos clients. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a un projet de construction, on a des parties prenantes différentes. On a, dans un premier temps, nos clients. C'est eux qui investissent finalement. Après, il y a des architectes, des ingénieurs, des mandataires, des spécialistes. Et puis au final, des entreprises qui vont réaliser les choses. Donc finalement, on a des parties prenantes et il faut que cet écosystème tire tous à la même corde pour qu'on puisse avoir des projets qui soient durables. Donc cette formation qu'on a mis en place avec le SOM, elle est intéressante parce qu'elle sensibilise nos clients qui sont les premiers acteurs qui détiennent finalement le pouvoir d'investir dans la construction durable. Quels sont les principaux axes de cette formation pour aller au-delà du c'est bien de faire bien? Alors, vous avez raison, c'est important de faire passer ce message et notre formation, on la veut tout le temps dans un esprit positif et pas alarmiste. Mais ce qu'on cherche à faire, c'est de vraiment donner une vision d'ensemble et de fournir les bons arguments. Donc, nos principaux axes, c'est vraiment à chaque fois de rappeler à tous ces acteurs du secteur les grands enjeux, le contexte actuel, les chiffres que Johan a cités, justement, le fait que le secteur du bâtiment est responsable de plus d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation énergétique. Il faut prendre cela en compte. Donc, à partir du moment... En fait, quand on voit passer ces chiffres, c'est facile de les oublier, mais quand on impose ce contexte, on fait réfléchir tous les acteurs du secteur à dire, vous pouvez avoir un véritable impact à travers votre activité, à travers votre entreprise. C'est ces messages-là qu'on souhaite faire passer et aussi présenter tous les différents types de solutions. On n'a pas la vocation de faire des formations vraiment techniques, on n'est pas des architectes ni des bâtisseurs, mais on a cette capacité de simplification des messages pour faire passer les grandes idées, les grandes solutions et les arguments, justement, comme on disait tout à l'heure, pour convaincre les différents dirigeants des entreprises de se dire il faut qu'on aille dans cette voie. Non seulement c'est notre responsabilité vis-à-vis de notre région, de notre pays, de la planète, mais c'est aussi quelque chose qui sera bénéfique pour notre entreprise. Par exemple, on sait aujourd'hui que les bâtiments qui sont construits avec une certification ou un label auront une valeur plus importante à la revente, auront aussi des coûts plus bas sur l'opérationnel. Donc ça, ce sont des vrais arguments économiques. Genre de petite ampoule basse consommation, bien sûr, qui vient de s'allumer dans la tête de certains et certaines. Vous restez avec nous pour la dernière partie de cette émission. Parlons économie sur Radio Lac. Genève bouge pour la planète. Est-ce que l'architecture devient plus durable? On est en train de voir que oui, en compagnie de Charlotte Péné, consultante RSE, responsabilité sociétale des entreprises à l'agence Blossom, et Johan Lerèche, administrateur chez De Planta Architectes. La maison de l'économie, dit donc Elsa Floret, directrice communication de la CCIG, la maison de l'économie qui abrite entre autres la CCIG, c'est ce qu'on appelle poliment un ancien bâtiment, une belle bâtisse en plein milieu de Genève. Il y a des courants d'air? Un bâtiment historique, Exactement. Vous avez raison, qui pourrait être une contrainte écologique. En tout cas, on fait attention, on éteint régulièrement les écrans. Le soir, il y a un système de chauffage ad hoc. Mais effectivement, ça peut être vu comme une contrainte pour ce bâtiment historique rénové.
Mais la CCIG, effectivement, s'est engagée dans un programme qui s'appelle le 2050 Today et qui a rejoint ce mouvement avec 60 institutions, organisations internationales qui s'engagent à réduire leurs émissions de CO2. Pourquoi pas en suivant donc cette fameuse formation dont on est en train de parler. C'est de la formation continue parce que la difficulté, comme dans tout métier, c'est de continuer à se former. Une fois qu'on est architecte, le métier n'est pas terminé. Non, effectivement, il est pas terminé. Et ce qu'on voit, c'est qu'il faut impérativement former. Nous, on a formé nos équipes justement avec ce module de formation, une formation globale sur le développement durable et puis une formation liée vraiment à la construction durable. Et ça a un impact très positif. C'est vraiment une motivation pour les équipes en interne. Et puis, ça rend aussi le côté attractif parce qu'on a besoin de monde pour construire. Et il faut des personnes, des jeunes qui sortent des écoles qui sont intéressés par ce sujet parce qu'en fait, eux, ils sont vraiment intéressés par ce sujet. Et donc, il faut que l'entreprise, elle suive. Donc, les PME doivent suivre. Est-ce que c'est difficile pour la plus ancienne génération, justement, qui peut avoir tendance à dire « Oh, ça va, les jeunes, avec leurs problèmes écologiques, tout le temps, ils nous embêtent hein. ». Ou pas? Alors, ça peut. Mais étonnamment, quand on commence à en parler et puis qu'on amène les chiffres qui sont comme révélateurs, ce que je parlais tout à l'heure, on se rend compte qu'il y a une prise de conscience. Et ce côté un peu ludique de la formation, on s'y prend au jeu. Et dans les plus anciens chez nous, c'est intéressant parce que en fait, c'est eux qui, à chaque fois, quand on prend même des décisions internes à l'entreprise sur le choix du café, si on prend ceci ou cela, c'est les premiers à dire, mais c'est RSE ou pas? Donc en fait, cette formation, elle est vraiment bien parce qu'elle fait un effet boule de neige, c'est-à-dire petit à petit, elle contamine, on va dire, mais positivement, et c'est vraiment motivant. Franchement, nous, en interne, c'est vraiment très motivant. Ce sourire de Charlotte Pénet quand vous avez dit c'est RSE ou pas? Parce que c'est vrai que la responsabilité sociétale des entreprises, ça va bien au-delà d'un projet unique. Hein. L'idée, c'est de dire que le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas. C'est pas seulement d'arrêter d'utiliser du plastique, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut faire les choses un peu plus intelligemment. Je synthétise, mais je crois que c'est véritablement l'idée. Mais quand on est, ça sera une question pour tous les deux, mais d'abord vous, Joanne Lerèche, quand on est architecte, comment on fait pour se passer de choses qui ont très bien fonctionné pendant des décennies? C'est vraiment compliqué, mais il faut commencer par quelque chose. Et c'est déjà une prise de conscience. Être convaincu réellement qu'il faut agir. Et si on n'a pas cette conviction, on lutte contre le changement. Donc il faut rebondir parce que le changement, il faut le prendre maintenant. Il faut être proactif et pas se laisser guider par les réglementations qui vont venir après. Sinon, on sera sous la contrainte. Alors c'est pas intéressant de travailler sous la contrainte. Donc nous, on a voulu prendre la balle au bond puis se dire, allez, c'est un projet interne, ça motive les équipes et puis on prend les choses tout de suite. On est proactif et on trouve des solutions. Et étonnamment, on emmène avec nous tous nos collaborateurs qui ont des idées, qui vont chercher plus loin et qui nous ramènent des idées. Et donc, en fait, c'est un vrai travail d'équipe. Et si ça, on peut l'appliquer à notre écosystème qui est nos clients, les ingénieurs, les entreprises, on a tous gagné parce qu'on tire tous à la même corde. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Mais complètement. Et je reformule une question que j'ai posée un peu plus tôt, Charlotte Pénet, mais qui va dans le même sens, à savoir chaque entreprise étant différente. Est-ce qu'on apporte ce message de la même manière? Alors non. Cette bonne parole. Alors, il y a une part de cette bonne parole qui est la même pour tout le monde. C'est vrai que lorsqu'on se trouve face à n'importe quelle entreprise, on commence par expliquer les grands enjeux auxquels nous faisons tous face d'un point de vue planétaire. Donc ça, c'est vraiment plus le sujet du développement durable. Mais ensuite, moi, j'ai vraiment la sensibilité face à chaque dirigeant d'entreprise que je rencontre d'essayer de ramener le sujet à sa propre activité, à lui ou à elle, et de leur dire, par exemple, si je suis face à un banquier, de leur dire, si vous considérez une démarche de responsabilité sociétale pour votre banque, posez-vous la question où est-ce que mon activité a le plus d'impact? Et peut-être qu'on va se dire dans une banque privée qu'on va se concentrer sur notre offre d'investissement responsable. Ou si je suis face à un horloger, je vais leur dire... comment avez-vous réfléchi à votre chaîne d'approvisionnement, aux différents matériaux que vous employez dans vos montres et où est-ce que vous allez les chercher, ces matériaux, et jusqu'où vous allez dans votre diligence par rapport à cette chaîne d'approvisionnement. Donc, il faut adapter le discours à chaque secteur d'activité, à chaque entreprise, au contexte de cette entreprise, sa taille également, et les choses qui sont importantes pour elle. Quand on s'adresse à une grande entreprise, il y aura beaucoup plus cette notion de... l'image de l'entreprise vers l'extérieur.
Quand on s'adresse à une PME, on est beaucoup plus dans les mains dans le cambouis à se dire où est-ce que vous allez pouvoir innover, où est-ce que vous allez pouvoir, avec votre agilité, faire quelque chose que les autres n'ont pas encore fait et prendre les devants, prendre une longueur d'avance. Donc oui, on adapte vraiment notre discours en fonction de qui se trouve en face de nous. Je pense au très bon livre de Jonas Schneider que je salue, qui s'appelle Écolo à profit, qui consiste à dire d'ici 10-15 ans, ce sont ces notions-là qui seront primordiales. Elles le sont déjà un petit peu aujourd'hui, mais si on attend trop avant de faire ce virage, on va louper le virage, tout simplement. Absolument, c'est vraiment une question de pérennité d'entreprise et d'être prêt pour les changements à venir, parce qu'il faut tous prendre conscience de cela. On le voit, notre climat évolue, les risques auxquels cela nous fait nous confronter sont réels et tout ce qui se passe sur les chaînes d'approvisionnement impacte énormément les entreprises et les consommateurs. Donc, on ne peut pas se leurrer, en fait. C'est une réalité aujourd'hui. Et toutes les entreprises, moi, je crois vraiment que c'est le secteur de l'entreprise qui va apporter les solutions et qui va nous aider à évoluer à l'avenir pour pouvoir faire face à ces situations. Joanne Lereche, même constat. Oui, et ce qu'on constate, c'est que les réglementations et dans les appels d'offres, on a des demandes maintenant qui sont bien claires sur le développement durable. Qu'est-ce que fait l'entreprise en tant que telle, mais aussi comment est-ce qu'on va gérer et apporter des notions de développement durable dans les projets pour cet appel d'offres. Donc, c'est une réalité qui nous rejoint et il faut pouvoir y répondre. Et c'est pas simplement mettre des mots sur un papier, c'est des choses concrètes. Donc, il faut vraiment avoir quelque chose de concret en interne pour pouvoir apporter un message qui soit convaincant. Que l'on peut découvrir, par exemple, à la Société Nautique de Genève, puisque vous avez signé son renouvellement, ou encore, si on se balade du côté du campus Genevois de la Haute Horlogerie, Richemont, c'est aussi une de vos réalisations. Joanne Lereche, administrateur chez De Planta, architecte, Charlotte Penet, consultante RSE à l'agence Blossom, pour donc cette formation à découvrir. C'est important. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci de nous avoir accueillis. Parlons économie sur Radio Lac. Avec la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève. Merci à vous d'avoir suivi cette émission en direct à la radio ou quand vous le voulez à la télé et sur onetv.ch. On se retrouve naturellement la semaine prochaine, jeudi 14h, 15h. Salut. One TV, programmé VOD sur onetv.ch.